vous avez fait cette école-là? Je l'ai fait à rebours le truc, j'ai d'abord été stagiaire, on en parlera. Bonjour à tous et bienvenue dans Quand la télé fait son cinéma. Nous sommes au 19e festival de court-métrage de Fréjus en compagnie de Patrick de la Sagne. L'émission est toujours réalisée par les élèves du BTS audiovisuel de Cannes, du lycée Carnot. Patrick de la Sagne, bonjour. Bonsoir. Ou Bonjour, bonsoir. pardon. Bon, c'est la journée. Bienvenue dans notre émission. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur votre carrière parce que vous avez une longue carrière qui a touché à beaucoup de domaines, à la réalisation, au court-métrage, au long-métrage. Vous avez été scénariste, écrivain, vous écrivez également des romans. On va revenir un peu rapidement sur tout ça. Déjà, est-ce que c'est la première fois que vous êtes jury d'un festival ? Non, j'étais jury au Press Pocket Film Festival de Bruxelles en 2012, je crois bien. Ouais. D'accord, donc votre deuxième expérience de Deuxième, jury oui, voilà, pour répondre. au festival donc, de court-métrage de Fréjus. Alors, vous avez été élève en sociologie de la littérature. Oui. On va recommencer par le début. Et c'est ce qui vous a donné envie peut-être ou ce qui vous a permis de devenir scénariste. Comment ça s'est passé vos débuts ? Mes débuts, en fait, on a commencé avant la sociologie de la littérature à l'école des hautes études en sciences sociales. C'était plutôt rétrospectif, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord des stages au Théâtre du Soleil chez Nouchkine et à la télé avec Jean-Noël Roy, qui est un réalisateur de télé de l'époque, et puis ensuite Daniel Dubroux, qui était journaliste au Cahier du cinéma. Et après avoir fait une formation de terrain comme ça, d'assistanat à la mise en scène, comme stagiaire, en fait, j'ai éprouvé le besoin de me structurer ma pensée. Et donc j'ai passé un certain temps comme rédacteur, et puis après je suis arrivé à l'EHESS vers 30 ans, après avoir écrit une pièce de théâtre que j'ai présentée comme thèse, qui était cette pièce de théâtre Zonzon, je précise, coécrite avec Marc Androni. Alors, on va venir justement à cette pièce de Zonzon qui a eu du succès, même beaucoup de succès, en 1994. Alors la pièce a été jouée en 94 au Théâtre du Café de la Danse, effectivement. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passé l'historique rapidement ? Je sais que vous avez même été aux États-Unis. Comment ça s'est passé pour présenter cette pièce ? Dites-nous un peu rapidement, nous faire un historique. Comment vous l'avez écrit ? Comment elle vous est venue ? En fait, le concept, le principe de la pièce, il a été initié par Marc, et qui m'avait à l'époque Marc Andréoni, oui, je précise, qui m'avait contacté à l'époque pour qu'on coécrive ensemble. Donc on a fait des tests ensemble, d'écrire un certain nombre de scènes. Et puis après, j'ai repris le bébé jusqu'à sa fin. Et puis on a repris ensemble l'écriture pour réaménager tout ça. Et à l'issue de l'écriture de cette pièce, on l'a présentée à plusieurs metteurs en scène qui l'ont lu. Et puis l'un d'eux l'a apprécié. Ensuite, on a trouvé un producteur qui était justement le directeur du Bataclan et qui a loué la salle du Théâtre du Café de la Danse. Donc c'était un début d'écriture de manière empirique. Je n'avais pas de formation à l'écriture du tout, ni scénaristique, ni théâtre. Donc j'ai débuté comme ça. Ouais. Alors en 96, vous avez été nominé, vous avez été lauréat, donc lauréat pour le scénario de Zonzon, Oui. d'Equinox. Vous pouvez nous raconter un peu, c'était... Equinox, c'est une association qui était présidée par Jeanne Moreau et qui justement consistait à faire en sorte de sélectionner des scénarios. Il y en avait quand même énormément par an. Et il y avait 2 sessions durant lesquelles on travaillait sur l'écriture du scénario avec des scénaristes qui étaient des intervenants professionnels, mais qui venaient des États-Unis pour la plupart. Il y avait aussi des Français comme Jacques Audiard, José Giovanni, Bob justement Swain qui est là, Pierre Jolivet, donc des professionnels qui se penchaient sur l'écriture d'un premier film en général. Et alors vous étiez parti aux États-Unis avec Jeanne Moreau. Voilà, Jeanne Moreau, à l'occasion de la remise de son Oscar d'honneur. Vous aviez accompagné Jeanne Moreau. Oui, le film Zonzon est sorti en 98 et en fait cette année-là, il y a eu la remise de son Oscar d'honneur et elle a décidé de sélectionner 4 films pour les présenter à Hollywood. C'était un peu sa condition, disait-elle, pour recevoir l'Oscar d'honneur. Donc tant mieux pour nous et donc on est parti à Hollywood pendant près de 10 jours là-bas. Oui, effectivement. Donc c'est Jeanne Moreau qui a un peu forcé votre destin finalement. Oui, parce que le film était sorti déjà avant en salle, mais donc c'était deux mois après la sortie du film, donc c'était vraiment tombé une bonne année. Et ce qui était magique, c'était d'aller à Hollywood, effectivement, d'aller au studio Sony, d'avoir assisté à la remise de l'Oscar d'honneur remis par Sharon Stone à Jeanne Moreau. C'est assez impressionnant, j'avoue. Tout à fait. Et alors en 2000, on avance un peu, mais en 2000, vous faites une série qui s'appelle Police District. Oui. C'est les débuts d'Olivier Marchal. Olivier Marchal est connu du grand public pour des séries, notamment sur des chaînes payantes, mais par exemple pour Braco ou pour d'autres séries policières. C'est votre rencontre avec Olivier Marchal. C'est vous qui, en fait, l'avez fait un peu démarrer. Comment ça s'est passé ? Non, c'est Hugues Pagan qui est un romancier de polar chez Rivage Thriller qui avait déjà un passé assez solide en écriture de romans, qui a initié cette série Police District. Et Olivier Marchal avait été casté, il débutait comme comédien et en fait sa série il a vraiment lancé quoi. Donc cette série avait été récompensée prix de la meilleure, à Saint-Tropez dans les années 2000 toujours. Ouais. Et là vous continuez avec les longs métrages.
vous qui écrivez un film qui s'appelle Sans elle, avec Bérénice Bejo et Elena Noguera. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu, c'est un passage au long métrage, vous avez déjà fait des longs métrages, mais je veux dire comment ça s'est passé Zonzon c'était le premier long métrage. C'était le premier long métrage. Police District était une série télé, mais c'est effectivement un peu particulier parce que c'était quand même une série qui défrichait les sentiers que maintenant, je pense, ils se sont un peu plus installés en termes scénaristiques. Et d'autre part, Sans elle, c'est un second long métrage que j'ai écrit, effectivement. Alors, ensuite, vous avez été finaliste en 2009 à Sopalin. Sopadin, Pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'on peut confondre un peu. Sopalin. Pas Sopalin, on ne fait pas de la pub en douce, là, non. À Sopalin, pardon, vous êtes finaliste en 2009, excusez-moi. Donc, vous en parlez mieux que moi, apparemment, donc allez-y. Dites-moi un peu. Sopalin, c'est l'abréviation de Société Parisienne d'Images, c'est pour ça que ça s'appelle Sopalin. Et c'est une société qui s'est fondée, je pense, qu'il y a une trentaine d'années et qui consiste à remettre un prix, c'est le Grand Prix du meilleur scénariste, chaque année. Donc en fait, il y a une dizaine de finalistes. On fait un vidéo pitch et puis à l'issue du concours, bien, il y a la remise du prix. Et donc il y a environ, je crois, 300 scénarios sélectionnés. Il en reste 10 au final. Et il y a la remise du prix à cette issue. Alors vous qui avez quand même fait, vous avez écrit des livres, on va en parler aussi rapidement, des films, des courts-métrages, enfin des pièces de théâtre, enfin vous avez fait beaucoup de choses. Comment est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut être scénariste tout simplement? Parce qu'être acteur, scénariste, c'est quand même quelque chose qui passe par beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir scénariste? Il faut savoir écrire. Je crois que scénariste, il faut savoir observer surtout. Imaginer, ça va de soi, c'est quand même un peu le b.a.-ba, mais il faut surtout savoir observer autour de soi ce qui se passe, être au courant de ce qui se passe dans la société, lire les journaux, écouter les gens dans les cafés, enfin avoir un rapport avec le terrain, pas uniquement avec son imaginaire. Et ensuite, deuxième chose, il faut vraiment arriver à structurer sa pensée. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis sa pensée, c'est aussi son imaginaire, puisque raconter une histoire, c'est un début, un milieu, une fin. Et d'autre part, avoir un propos, tenir un propos. Donc les écoles, il y en a effectivement deux, on va dire. Il y en a une par école audiovisuelle dans lesquelles il y a des formations en scénario. Il y a la FEMIS aussi. Mais une école de scénariste purement, il n'y en a pas, non, effectivement. Il n'y en a pas, c'est difficile à trouver finalement, une école uniquement pour le scénariste. La FEMIS, vous en parliez, qui a plusieurs options, images, son et notamment scénario. Ouais. Vous pensez que la FEMIS, ça peut être un moyen de passer la FEMIS, c'est une bonne école, mais c'est un concours, donc ça veut dire qu'il y a il y a peu d'élus et beaucoup qui se présentent. Et je pense que c'est un métier qu'on peut faire de manière autodidacte. Si on a la capacité à se cultiver soi-même, si on a la capacité à observer autour de soi et à structurer sa pensée, il y a une capacité autodidacte chez un scénariste qui est quand même considérable. Donc pour résumer, finalement, devenir scénariste, c'est observer autour de soi, écouter et apprendre finalement un peu de la vie, structurer sa pensée, et le tout peut-être dans une école finalement pour... Ce qui est compliqué, c'est qu'on apprend avant de commencer à vivre la plupart du temps quand on est étudiant, et en fait il faudrait commencer par vivre et étudier ensuite. Moi je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait faire les choses, mais c'est impossible puisque par définition on ne va pas attendre d'avoir 30 ans pour faire des études. Mais je pense qu'il faut un peu voyager, il faut observer les gens, il faut effectivement lire beaucoup. Je pense que la culture, c'est indispensable. Pas uniquement se cantonner à l'histoire du cinéma des 30 dernières années, mais aller au cinéma muet. Parce que le cinéma muet, c'est une forme d'espéranto universel. Tout le monde le comprenait, il n'y a pas besoin de dialogue, parce que c'était muet. Absolument, et pourtant le scénario était très important. Dans le déroulement de l'histoire, c'était là qu'on voyait la structure d'un film. Et de quoi est-ce que vous voulez que les jeunes parlent aujourd'hui ? Je sais que c'est un peu une question générale, mais dans le cinéma, j'entends. Mais de quoi est-ce que vous voulez que les jeunes parlent ? Je pense que l'ouverture des jeunes maintenant est tellement considérable par le biais du net qu'ils ont une ouverture sur le monde. Je pense qu'ils peuvent se documenter par le biais du net, ils peuvent se documenter par le biais du voyage, mais en fait, moi, leur dire ce dont ils doivent parler, je ne pourrais pas le dire à leur place, parce que je pense que leurs préoccupations sont nombreuses, des inquiétudes aussi, beaucoup d'angoisse, et je pense que le cinéma, dans des périodes comme celle-là, a beaucoup de mérite à raconter notre époque. La Belle Équipe, par exemple, qui est un film juste avant-guerre, ou comme La Grande Illusion pendant la guerre, ont traité de leur époque. Je pense qu'il faut traiter de notre époque. Et enfin, je voudrais terminer cette interview avec vos projets. Je sais qu'il y a des projets futurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, nous dire quels sont vos projets ? Je sais que vous avez finalisé un court-métrage que vous aviez écrit et réalisé. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je suis en cours de montage d'un court-métrage que j'ai tourné il y a à peine. J'ai terminé le dernier plan dimanche. D'autre part, j'ai un roman en chantier qui débute à nouveau. Et puis j'ai un film qui a été diffusé sur France Télévisions qui s'appelle Le Family Show avec Firmin Richard et qui justement, je voulais le dire par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, aborde ce qu'on appelle à la télé en général la diversité. C'est-à-dire que c'est une famille antillaise qui se confronte avec des voisins qui sont une famille d'origine auvergnate.
Et je pense que la représentation qu'on appelle les minorités visibles, je trouve le terme tout à fait inapproprié, parce qu'en fait, ce sont ni des minorités, ni des invisibles ou des visibles, doit être abordée, parce que c'est une sociologie de la réalité, tout simplement, qui consiste à regarder autour de soi quels sont les mélanges et de quelle manière on peut les aborder sans être pour autant communautariste, justement. D'accord. Donc voilà à peu près, c'est pas un message, mais à peu près ce que je voulais vous dire. C'est à peu près un message quand même. C'est un message, mais il n'est pas nécessairement politique. Je pense qu'il est voir la réalité telle qu'elle est, l'observer, l'appréhender telle qu'elle est, c'est déjà énorme. Et je pense que l'imaginaire consiste à la transposer, à la construire, à la reconstruire, pardon. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Delassagne d'avoir été avec nous. Je vous remercie. À très bientôt. Bonne projection et bon festival. Et à très bientôt dans Quand la télé fait son cinéma. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.